Bienvenue dans l'Abreuvoir, le podcast qui vous abreuve de culture. Retrouvez-nous toutes les 2 semaines pour nous entendre débattre de cinéma, musique et de tout plein de sujets intéressants. N'hésitez pas à vous abonner et retrouvez-nous sur toutes les plateformes de streaming. YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Deezer. Bonne écoute. Brésil, les petits déboires qu'il a eu avec Universal, mais on voulait parler aussi encore d'un autre film qu'il a fait. Effectivement. Donc, un de ses films, du coup, qui est aussi, qui fait partie de sa filmographie, qui est très intéressant, très révélateur de sa relation très compliquée avec Universal. L'Armée des 12 singes, qui est un film très, très, très intéressant et que je trouve. Alors, petite histoire personnelle, du coup, je vais commencer par introduire le film de cette manière-là. Vas-y, let's go. Alors, il faut savoir, du coup, que Terry Gilliam, moi, je l'ai découvert avec ce film-là, L'Armée des 12 singes, quand j'étais gosse. Et alors, du coup, pour raconter un peu la manière dont je l'ai découvert, alors, les vieux s'en souviennent sans doute, mais à l'époque où il n'y avait pas Netflix, il n'y avait pas Amazon Prime, il n'y avait pas Disney+, en fait, il y avait les systèmes du coup de location de films que tu avais du coup sur sur les box un peu internet, les forfaits internet. Ah, où, en fait, ouais, où tu vas dans les menus, voilà, etc. Tu vois, alors. Et du coup, tu avais des films proposés. Et souvent, en fait, ils proposaient des bandes annonces de films du coup pour te hyper, pour te dire ah putain, t'as vu, c'est génial et tout. Et moi, ce que je matais en boucle quand j'étais gamin, et je devais vraiment être au collège, genre début collège, voire même fin primaire. Et du coup, moi, ce que je matais à cette époque-là, finalement, c'était en boucle la bande-annonce de l'Armée des 12 singes. Et je comprenais pas l'histoire. C'était des boîtes de fuck. Même la bande-annonce était montée de manière, mais complètement, vraiment oufissime, mais vraiment. Un peu épileptique et tout, tu vois. Alors, épileptique, mais surtout, vraiment, il y avait cet aspect incompréhensible. Un truc qui a envie de te perdre, quoi. Exactement. Et moi, pour gamin, en fait, quand je matais des bandes-annonces quand j'étais enfant, quand j'allais au cinéma, en fait, il fallait que la bande-annonce soit limpide et décrive un peu l'histoire. Et avec une voix off, tu vois, alors. Le film de l'année. Le film de l'année. Ce qui est tout l'inverse. New movie. Ouais, C'est ça. in the theater tonight, tu vois. C'est exceptionnel. C'est exactement ça. Epic shit, quand même. Et du coup, cette bande-annonce, c'était tout l'inverse de toutes les bandes-annonces que j'avais connues à l'époque en étant gamin. Et ce film m'avait intrigué. Et il faut savoir qu'on n'avait pas la thune pour mater ce film-là à l'époque. Donc pendant littéralement genre 2 ans d'affilée, je matais cette bande-annonce en boucle. Et c'est véridique, hein, en boucle. Et en fait, j'ai maté ce film-là des années après, quand j'étais rentré du coup au lycée. Ouais. Donc j'ai attendu des années avant de voir ce film avec ces images de bande-annonce. Donc clairement, mon imaginaire j'avais une idée bien préconçue, on pourrait dire ça comme ça, du film. Mais du coup, t'as pas été déçu quand Ah tu l'as mais vu loin de là. Mais en fait, j'ai découvert. En fait, ça a été un horizon assez ouf en fait en vrai. Vraiment pour le coup, ça a été déjà ma porte d'entrée pour les films de Terry Gilliam, pour sa filmographie et pour un peu l'imaginaire du bonhomme. Et donc forcément Brasil beaucoup plus tard aussi. Et j'ai vraiment, mais loin d'être déçu. Voilà, c'est pour un peu l'aspect personnel du coup que j'ai avec ce film-là. Bah, je pense qu'en plus, c'est vrai que ça fait un peu partie des films qu'on voit au tout début. Tu Clairement. vois ce que je veux dire? Ouais. Tu vois, alors c'est plus antérieur à notre époque. Exactement. Tandis Ouais. que, bon, tu te dis un Brésil, c'est un peu vieux, quoi. Mmh. Tu vois, ou même les ponts de Monty Python, tu vois, alors. C'est déjà effectivement plus compliqué finalement je veux dire pas à vendre un peu comme ça, mais du coup c'est un peu à À hyper quand t'es jeune et tout, tu vois. exactement, Alors. à s'immerger dedans finalement quand t'es un peu plus jeune, c'est un peu plus compliqué. Mais pour revenir à ce qu'a dit Clément, l'Armée des 12 singes est vraiment très révélateur du conflit qu'il a eu avec Universal, parce qu'à la base c'est même pas son projet. En fait, l'idée de départ, c'était en gros un remake du film La Jetée. Donc en gros l'idée, c'est le producteur exécutif Robert De Chris Marker. Ouais, exactement, de Chris Marker. Et du coup, c'est Chris Cosberg qui voulait faire un remake de ce film-là. Un autre Chris. Ah, exactement, toujours les Chris, ils sont dans tous les coups. Et il voulait faire ce remake-là. Et en fait, il a glissé l'idée, justement, finalement, il a réussi à introduire l'idée chez les cadres exécutifs d'Universal pour faire ce remake-là. Sauf qu'Universal, ils sortaient d'une période un peu compliquée. Ils avaient fait Waterworld en 99, du coup, en fait... Non, ils avaient fait Waterworld en 95, pardon, qui était un échec commercial. Un gigaflop. Un gigaflop avec Kevin Costner et qui leur a coûté vraiment pas mal d'argent. Beaucoup de thunes. Beaucoup de thunes. Alors du coup, Universal était... Un enfer de prod. En enfer de prod, bon ça, peut-être dans un prochain épisode on s'attardera dessus, mais du coup, précisément, du coup, c'était catastrophique. Et financièrement, du coup, Universal était dans la merde. Enfin, relativement dans la merde, au point finalement d'être assez regardant sur les gens chez qui ils vont aller pour faire des films. Et en fait, ils se disent, putain mec, La Jetée, c'est quand même un film déjà un peu très particulier finalement, donc assez... pour plaire à un grand public, ça va être compliqué. Quel réalisateur finalement on va pouvoir décocher finalement pour faire ce fameux remake? Michael Bay, eh ben non, tout perdu. Ah merde. On a un Américain qui s'est un peu exilé un peu partout en Angleterre, qui a fait des films avec des Anglais un peu bizarres, etc. Finalement, il se trouve que du coup, il s'appelle Terry Gilliam.
Et il se trouve que ce Terry Gilliam, finalement, il est pas spécialement fan d'Universal non plus, à cause, on en parlait avant, Bah. Brésil. Voilà. Et let's go. Et Exactement. du charcutage. D'ailleurs, bizarre Exactement. qu'il ait contacté pour ça, quoi. Mais j'avoue. justement, parce que le projet en fait de ce film-là était tellement déjà tellement particulier qu'ils n'avaient pas le choix. Il fallait un réalisateur avec une vision très assez novatrice et très aussi particulier, aussi singulière. Et voilà, pour moi, c'est typiquement Terry Gilliam, singulier, particulier et imaginatif. C'est Terry Gilliam. Et casse-couille pour les studios. Casse-couille pour les studios, il fallait. Mais c'est ça, en fait, on parlait d'amour vache un peu, mais du coup, c'est beau ça. C'est vraiment ce côté un peu vraiment. Je t'aime, moi Je non t'aime, plus. voilà. En fait, en vrai, je te déteste, mais du coup, je t'aime quand même quand il faut faire des gros projets. Et puis, on sait qu'on va quand même aboutir à un truc ensemble. Donc, c'est Universal, le Terry Gilliam. Ouais, les meilleurs ennemis, quoi. Tu vois, Exactement, alors, exactement. Donc, il se trouve que alors, Universal va quand même contacter Terry Gilliam pour faire le film. Et donc Terry Gilliam au début il est vraiment pas chaud parce que quand il est sorti de l'expérience de Brésil il avait vraiment envie de finir, d'en finir avec ça, de vraiment pas, de pas refaire des films avec ce studio là précisément et de manière générale pas être dans l'industrie hollywoodienne parce que ça l'avait fatigué, ça l'avait éreinté aussi bien physiquement que mentalement. Universal ils ont quand même ils ont sorti une grosse carte, ils ont dit mec on va te faire un budget de 29,5 millions de dollars pour faire le film. Donc c'est quand même relativement conséquent. Mais on va quand même poser deux conditions sine qua non. La première condition, c'est que le film ne doit pas dépasser les 135 minutes. Parce qu'effectivement, Terry Gilliam était quand même assez réputé finalement pour faire des films quand même un peu dans la longueur. à la etc., longueur, tu mais vois. parce qu'il devait quand même étayer son propos, ce qui était quand même voilà, finalement donc, assez distinctif. Et il doit être ce qu'on appelle aux États-Unis rated R, c'est-à-dire qu'un mineur de moins de 17 ans pouvait aller le voir. Donc c'est deux conditions quand même assez compliquées parce que Terry Gilliam finalement c'est un mec qui est quand même est réputé finalement pour vraiment se battre jusqu'au bout pour faire les films dont qui lui parlent vraiment. Mais surtout sa vision, c'est-à-dire qu'il va pas vouloir entériner sa vision Exactement. pour de la thune, quoi. Exactement, En tout c'est un cas, mec pour faire qui met plaisir aux voilà, gosses, quoi. l'aspect financier finalement c'est quelque chose qui est très secondaire pour un mec comme Terry Gilliam finalement parce que c'est la vision créative qui prime le plus. Donc c'est un mec effectivement qui va vraiment se permettre un peu toutes les choses effectivement pour montrer à l'image ce qu'il a envie de faire. Et forcément dans une logique de studio c'est compliqué, mais il va quand même finir par accepter. Donc se lance le tournage le 8 février 95 à Philadelphie et alors, notamment en Philadelphie mais aussi la ville de Baltimore. Donc pour démarrer le tournage. Et en fait, il faut savoir que comme d'habitude, en fait, Terry Gilliam, en fait, il a à la fois cette malédiction, enfin, il a à la fois ce côté, il affronte les studios, mais il a une malédiction qui est quand même assez connue aussi, c'est que tous les tournages de Terry Gilliam, quasiment tous, sont vraiment bordéliques et sont vraiment imprévisibles. Bah, apparemment, Brésil, ça a été. Ça a été. Tu vois, alors, mais je crois que c'est plus venu dans les années 90, 2000, tu vois, alors, où il y a un peu du coup, plus. c'est là que c'est encore plus intéressant parce que l'armée des 12 singes va lancer du coup cette fameuse malédiction de Terry Gilliam qui va galérer comme un fils de pute pour faire ces tournages. Et donc à peine. Ça, c'est Sitchin Steinberg, là, il lui a jeté le voilà, mauvais œil. le là, mauvais tu vois, œil, alors. effectivement, il l'a regardé un peu comme ça, finalement, avec ça, et karma, chatam, dans ta gueule, tu vois. Et donc, le tournage à peine entamé, finalement, du coup, c'est la catastrophe, parce qu'il y a plein de problèmes techniques, logistiques et prévisionnels, effectivement, qui viennent donc entériner, alors pas définitivement, mais qui viennent effectivement mettre des bâtons dans les roues au projet. Notamment, dans un premier temps, finalement, des conditions météo, finalement, donc assez compliquées, notamment hivernales, qui vont ralentir la production pendant un petit moment. Donc, qui vont la décaler de quelques jours. Donc, et du coup, ça va être un peu compliqué parce que le planning d'Universal était assez serré. Donc après aussi, il faut savoir que le froid a provoqué des soucis techniques et mécaniques, notamment finalement pour des rouages et pour des aspects. Alors en fait, Pour le gros œil, c'est ça, tu vois. Alors, et j'allais y venir exactement. Ouais. Rebondissement. En fait, notamment au début du film, on a un mécanisme du coup. Donc en gros, c'est la partie où la ville est vraiment complètement détruite, la partie post-apo. Où en fait, en vrai, du coup, le personnage de Bruce Willis est donc interrogé par les scientifiques et t'as un espèce de gros mécanisme un peu comme ça avec des branches un peu comme ça, donc vraiment mécanique en fer avec des écrans de la télévision. machine à torture, tu La vois. machine alors, à tu dis, torture brr. complètement, déjà, finalement, j'allais dire déshumanisée, mais qui n'a rien d'humain, du coup, pour vraiment, voilà, la froideur mécanique. Et en fait, c'est un mécanisme en fait qui a été quand même assez conséquent finalement, qui a coûté le plus cher au studio à fabriquer. Désolé. Ne meurs pas, Voilà. ne meurs pas. J'ai pensé à cette machine-là, j'étais tellement dans le. Mais donc ça a coûté. Alors paradoxalement, c'est ce qui a coûté le plus cher au studio et c'est le premier truc qui a foiré. Entre guillemets, qui a le premier souci technique, effectivement, c'était ça. Et en fait, le froid a créé des soucis au niveau des rouages et au niveau des articulations qui ont fait que en fait, la machine a dû être réparée. Et du coup, à ça a maintes pris reprises, à maintes etc., reprises, tu vois, effectivement, pendant le tournage et du coup, ça a été assez compliqué. Il y a aussi des soucis, effectivement, sur l'aspect logistique parce que du coup, Terry Gilliam voulait
tourné d'abord effectivement de manière classique, de manière non linéaire. Mais il s'est rendu compte enfin de manière linéaire du coup pour expérimenter, voilà je le corrige, mais en fait il s'est rendu compte qu'effectivement c'était beaucoup trop compliqué et en fait il a pris du retard sur les jours de tournage prévus en retournant enfin, il a fait des reshoots de manière non linéaire justement, donc Universal s'est aussi beaucoup battu avec lui finalement parce que c'était quand même assez catastrophique. Bon, parce qu'il est un peu casse-couille en même temps. Il est Tu vois, casse-couille, mais en alors, même temps il il a aurait dit dû mieux gérer. Enfin, si je dois prendre le parti de Universal, c'est en mode, bon, il aurait dû gérer un peu mieux, tu vois, son exactement. planning de tournage, machin. Donc tu vois. voilà. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, rien à voir, mais du coup, il a été victime d'une chute de cheval pendant le tournage. Voilà, de manière complètement. Alors que c'est même pas apparu à l'image en Mais plus. je sais Hein. pas, tu vois, alors, mais c'est pour ça que tu m'avais raconté ça l'autre jour, et j'étais là en mode, mais en fait, on le voit pas. Et Ouais. surtout, qu'est-ce qu'il foutait au-dessus enfin, sur un Un cheval, cheval, quoi. Et ben ça a pas apparemment, vraiment de finalement, sens. du coup, il était à cheval. Et justement, finalement, du coup, il a Même fait une dans chute. Sacré Graal, il n'y a pas de cheval, quoi. Ouais, c'est ça. Mais peut-être que c'est une référence à Sacré Graal. En fait, c'est dit, mec, nostalgie des premiers films, tu vois. Vas-y, go. Non, mais c'est un excès d'orgueil, mec. Tu Ouais, vois, alors, c'est il ça. s'est dit, Il ah, voulait maintenant en j'ai mettre- un truc pour avoir un cheval, tu vois. Maintenant, Voilà, j'en mets un. exactement. Voilà, la petite bière, là. Ah. Exactement. Bah, il fallait un petit peu se désaltérer du coup. Donc, c'est plein de petits soucis techniques effectivement, donc et logistiques qui ont amené des retards sur le planning. Et par rapport au froid aussi, j'ai entendu dire que apparemment il y avait des gens, ils avaient chopé le rhume et tout en Ouais, plus. Hein, bah, donc, même la grippe. la grippe, putain, exactement c'est- finalement. Donc Oh, mon Dieu. ils ont été c'est- voilà. donc Mais, il y a eu des soucis, tu vois. il y a eu pas mal de... même mes premiers degrés, il y a déjà des acteurs effectivement. Non mais là il déconne, mais vraiment premier Franchement, degré. il y a un ton ironique, c'est en mode tu chopes un rhume, c'est un problème, Ouais, frérot, bah tu oui. prends un Doliprane, un truc comme ça, tu vois, alors. Non, alors Ou un premier degré. lysopaïne. Premier degré, il y a une partie technique en fait à cause des conditions météo en fait on a qui a chopé justement la grippe et en fait on a une bonne partie n'était pas forcément tout le temps présent sur le moment du tournage, donc vraiment ça a été le tournage de l'enfer pour Terry Gilliam. À cause d'un rhume. Lol, franchement, ils doivent rigoler avec Ouais. le Covid, Ouais, tu vois. C'est alors. C'est un peu ça du coup. Je reviens un peu à ce qu'avait dit Adrien par rapport au décor justement, on parlait de l'aspect plastique des films. Alors ce qui est hyper intéressant finalement c'est Analogique. que de quoi Analogique aussi. analogique, alors analogique dans quel Bah, dans le sens Pas analogue de- qui. Vas-y, Oui, parle. vas-y, détaille, c'est on bon, Pas d'effet numérique. Oui, voilà, oui. Alors ça, c'est très distinctif de Terry Gilliam, effectivement, c'est qu'il y a un aspect maquette et plastique qui est très présent, et on le retrouve justement dans l'armée des 12 singes, avec en gros des décors désaffectés qui ont été choisis justement spécifiquement décors réels, tournés justement du coup, et c'est hyper intéressant, notamment à Baltimore pour la séquence de l'aéroport, et après finalement Philadelphie pour la séquence de l'hôpital psychiatrique. Et en fait, du coup, c'est intégralement quasiment que des décors réels. Enfin, quasiment presque pas tourné en studio. Donc c'est une volonté de Terry Gilliam, donc c'est quand même assez cool aussi. Donc ça restitue une ambiance aussi qui est beaucoup plus proche, plus prenante aussi, je trouve. Il n'y a pas un côté artificiel. On y n'est a pas pas dans de Brésil. numérique, ouais. Voilà, numérique, il n'y a pas un côté artificiel, j'allais Mais dire même ça le comme côté ça. décor, comme dans Brésil, est moins présent vu que c'est des vraies villes, quoi. Oui, voilà, c'est Mm. ça quoi. Mais du coup, en fait, il a la enfin, du coup, c'est quand même assez bien amené. Et en Et il fait, y a son style quand même qui est présent. il y a conscience qu'il est présent. Et du coup, c'est une capacité aussi de Terry Gilliam de s'approprier en fait des choses. Bah, du coup, il y a le côté plastique est un peu moins présent par rapport à Brésil, mais sur des décors effectivement qui ont été choisis par la production et par Terry Gilliam, il a quand même restitué Ok. une patte qui lui est propre. Ouais, ou des trucs intérieurs, on y retrouve quelques trucs de steampunk un peu aussi. steampunk. Bah, la séquence, enfin en gros la première séquence justement du coup avec les scientifiques du coup qui Ouais. interrogent le personnage James Cole qui est joué par Il y a des Bruce tuyaux. Willis. Et tuyaux en fait, c'est Et- pas anodin de dire ça, mais je pense qu'effectivement il y a aussi une référence à la fois à Brésil. Non, mais il y a Je un pense petit qu'on peut- kink avec les Voilà, tuyaux. ouais, je pense qu'en fait il devait être plombier dans une autre vie, c'est ça le. Les gars des sûrement. tuyaux, c'est Guillaume et Genet, quoi. C'est quoi Ouais. Guillaume et Genet. Putain, Guillaume, c'est- ouais, c'est vrai. Et. Et ouais. Exactement. Bah, ça, on pourrait y venir peut-être plus tard, ça. Oui. Oui, baguette. On a parlé un peu des décors justement du Tuyaux. tuyaux. Je suis en train de m'abreuver d'une petite bière. Ouais, exactement. Alors on parlait des lieux justement, que ce soit les lieux, enfin, du coup les lieux des affaires, en gros les lieux choisis pour le tournage. Mhm. Et en fait du coup ça a beaucoup joué. Et en fait exceptionnellement, et ça c'est assez rare pour le dire, mais c'était une sortie qui a été réussie pour Terry Gilliam quand le film est sorti au cinéma. Alors donc la production compliquée, le film s'en sort quand même, il s'en sort dans les temps. Vraiment, il était tourné vraiment dans le délai finalement qu'Universal avait proposé. Donc, pas de dépassement de budget. Pas de dépassement de ou des budget, trucs pas de comme ça, dépassement tu vois, effectivement comme ça, donc il a réussi à rester dans les clous, donc ce qui est quand même assez voilà significatif. C'est aussi un peu sa signature Ouais. à lui. hein, Ouais, de- non, mais c'est un mec, c'est commando quoi. C'est le mec, il sait ce qu'il veut, mais franchement, le mec, il le fait de manière assez Carré, quoi, tu vois. voilà, il y va à fond, tu vois. Et en fait, du coup, là, on va être un peu sur la partie, du coup, un peu les chiffres et tout. Donc, le long métrage a quand même engrangé plus de 150 millions de dollars de recettes. Donc, Mhm. dont 57 millions 141 459 dollars rien qu'aux États-Unis sur le box-office mondial.
En France, quand même, et c'est assez rare pour un film effectivement américain dans mi-90 comme ça, mais il a quand même engrangé plus de 2 287 000 entrées sur le territoire français. C'est pas mal du tout. Hein. C'est C'est vraiment beaucoup. pas mal, hein. Ah bah, ça, alors qu'il y a une Ouais, moyenne c'est de beaucoup. films effectivement pour beaucoup de films américains à l'époque. 1 million. Alors un on truc parle comme pas ça, des tu gros budgets, on parle pas des triple A, mais je te parle effectivement des films aussi, tu vois, vois. genre Un peu plus d'auteurs, etc. bah, tu vois. cette Alors. catégorie, non, mais même plus en fait, c'est les films moyens, c'est-à-dire que c'est pas les films indépendants, c'est pas les gros budgets, mais c'est les films moyens américains. Intermédiaire un peu comme ça. Un peu quoi. intermédiaire, Ouais. c'est une catégorie de films qui existe de moins en moins maintenant, mais du coup, en fait, en vrai, ils avaient tendance à engranger 12 millions d'entrées en fait en vrai sur le territoire, enfin même pas 12 millions, oh, je me suis trompé, oula, j'ai grossi le truc, 12 000 entrées, donc voilà, sur les 20 000 effectivement, 20 000 entrées, voire des fois effectivement un petit peu plus, Ouais, c'est pas beaucoup. Hein. 100 000 effectivement, enfin en gros c'est sur une fourchette entre 100 000 et 20 000 entrées effectivement en France. Bah après, peut-être que la question, c'est de savoir aussi c'est qui le distribuait, quoi. Voilà, c'est ça. Mais après, effectivement, voilà, c'est enfin, les distributeurs, il y a aussi plein de paramètres. Mais franchement, honnêtement, 2 287 000 entrées franchement en France, sur le territoire français. Moi, je trouve ça vraiment assez impressionnant. Et c'est un film qui a récolté beaucoup de critiques positives de la part, du coup, à la fois de la presse et des spectateurs. Et donc, c'est un succès qui a quand même permis de repartir avec quelques récompenses, notamment finalement donc, le Saturn Award du meilleur film Ok. de science-fiction qui était sorti à l'époque. Il y avait aussi, alors là c'est pour le côté anecdote, mais du coup le Saturn Award des meilleurs costumes confectionnés donc, par Julie West qui était la costumière de l'époque sur le Big film. up à elle. Hein. Voilà, big up à elle, elle a vraiment grandement participé justement finalement au succès du film, faut le dire aussi, les petites mains. Voilà, exactement. Alors il a été sélectionné pour les Oscars, mais il est reparti bredouille. Voilà. Il a été sélectionné déjà, c'est pas mal. Hein. Voilà, c'est déjà pas mal. Alors, il faut savoir que Brad Pitt, pareil, il a été sélectionné pour les Golden Globes pour le meilleur second rôle. Il est reparti bredouille, mais il a quand même. Alors, si je dis pas de bêtises, il recevra quand même le Saturn Award du meilleur second rôle pour la catégorie meilleur second rôle. Voilà. Simple, efficace, bam. Exactement, tu vois. Non, ça voilà, il est quand même, il est parti avec une petite récompense, c'est cool. Donc le pari d'Universal, il s'est quand même révélé être gagnant. Donc franchement, voilà, c'est quand même assez cool par rapport à Terry Gilliam. Et donc il faut savoir aussi que le scénario du coup qui a été écrit par David et Janet donc Peoples, il s'appelle vraiment comme ça. Hein. Genre personne, quoi. Voilà, leur nom de famille c'est personne. Et ils ont déjà eu l'occasion de travailler sur la thématique de la science-fiction avec le film Blade Runner. Ah, donc en fait, d'accord. on associe quand même un cinéaste hyper inventif avec donc deux scénaristes quand même très créatifs et surtout en fait en vrai genre très minutieux dans leur Mhm. travail. Donc franchement, moi je dis c'est quand même des associations qui font quand même qui font plaisir. Ouais, c'est une bonne. Ouais, on m'a dit, il s'est entouré des bonnes personnes, quoi. Exactement. Et donc franchement c'est un succès, là on est vraiment sur le succès critique et commercial du film qui est quand même assez conséquent, donc c'est Mhm. plutôt cool. Et en fait les thématiques abordées par le film en fait sont très révélatrices en fait des obsessions de Terry Gilliam. En fait on en parlait un petit peu avant avec Brasil. Je pense qu'effectivement dans ce que je vais dire tu vas trouver un écho Adrien avec Brasil aussi. Mhm. En fait on est quasiment sur la thématique du rêve. Donc vraiment, et en gros finalement on est sur une thématique aussi très intéressante, c'est aussi le poids que l'imagination et surtout en fait quel poids ça va avoir sur la perception qu'on a du réel en tant qu'individu. Ouais. Alors il y a notamment effectivement donc alors c'est l'aspect le plus évident, ça vient du fait que le protagoniste principal donc James Cole, le nom du protagoniste c'est James Cole, joué par Bruce Willis, est amnésique. Donc il a aucun élément de son passé qui est détaillé au spectateur. Il n'y a pas le souvenir, quoi. Tu vois, Il n'a alors, pas de souvenir, effectivement. Et en fait, le seul aspect qui revient en fait, sous forme de flashback assez régulièrement, finalement, qui est ponctué narrativement dans le film, c'est une séquence où on le voit enfant. Et en fait, finalement, il a le souvenir d'une personne qui est assassinée devant lui. Et du coup, en fait, c'est le seul souvenir qui va servir à caractériser le personnage principal. Et donc, en fait, il est amnésique, il n'a aucun souvenir de ce qui se passe. Et donc, on a assez peu d'informations sur les personnages et en fait ce manque d'informations paradoxalement ça sert à créer une forme d'empathie où du coup on va apprendre à connaître le personnage au fur et à mesure que le film avance, donc on peut soi-même en tant que spectateur superposer en fait en vrai une partie voilà je sais pas comment dire exactement. Bah non, mais en gros, c'est juste, tu vois, alors par les yeux de Coyle, ouais. et ben c'est le On découvre spectateur. un truc, On c'est découvre l'intrigue. il est un peu voilà, Voilà, il introduit en fait l'univers du film en fait et ça qui est intéressant c'est qu'en fait James Cole va introduire de par le fait qu'il ne connaît pas lui-même effectivement donc cet univers là et du coup ça crée une forme d'empathie parce que du coup on apprend à connaître l'univers en même temps que le personnage principal, donc c'est très intéressant. Et donc un des premiers éléments significatifs du film est le fait que le personnage du coup il est amnésique et surtout en fait il va se baser sur un souvenir précis et qui revient sous forme de rêve. Donc en fait la manière dont il va revenir de manière assez ponctuelle dans le film, c'est sous forme de rêve. Comme on avait dit avant avec Brasil,
voilà, le rêve, l'imagination. Et du coup, pendant le film, on va pas savoir si c'est réel ou pas. Si effectivement, en fait, en vrai, il imagine. Enfin, Si c'est lui qui imagine tout voilà, c'est ça, ça. ou S'il si. débloque, s'il débloque, si effectivement, en fait, en vrai, il invente complètement ce truc-là et du coup, en fait, on n'est pas censé le croire, ou si en fait, il a raison et tous les personnages présents dans le film ont tort et du coup, c'est un peu pareil. On revient à l'autre thématique assez importante, en fait, c'est l'affrontement d'un individu par rapport à une société finalement qui a une vision très précise des choses. Eh Et ben, et c'est là, en fait, c'est intéressant parce que quand on en parlait avant d'enregistrer tout ça, là, c'est Clément qui parlait un peu du côté complotisme Ouais. et de qui croire, la crédulité. En gros, est-ce qu'on doit croire un personnage complètement délirant? Et si c'est le cas, tu vois, alors bah. Mais qu'on peut rattacher au côté rêve qu'il peut avoir à chaque fois, Ouais. que ça soit dans Brésil ou dans l'Armée des 12 singes, Mhm. parce que il est là, il est manipulé de toutes parts et il essaye de s'en sortir. Mais du coup, est-ce qu'il est dans le rêve ou dans la réalité? Est-ce qu'il se pose trop de questions pour des choses ou pour rien? Mhm. Dans le fantasme ou Dans le pas. fantasme Exactement, ou ouais. pas? Et du coup, on peut se poser la question de qu'est-ce qu'il veut nous dire, Terry, quoi. Ouais, c'est ça. Et- On a un peu cette vision-là de l'individu paranoïaque qui sait plus vraiment à quoi se fier par rapport à une société ou par rapport à une structure d'individu finalement qui veut le manipuler. Et en fait, un truc très intéressant dans le film, c'est que la manière que cette structure elle a pour manipuler en fait le personnage, c'est qu'en fait elle va le ramener à une animalité, à un côté primitif. Notamment au début du film, en fait, en vrai, les personnages, en fait, quand on le voit, quand il est choisi par les scientifiques, en fait, en vrai, l'aspect introductif, en mode avant de t'envoyer dans le passé, mec, on va t'expliquer un peu la mission. En fait, il est genre avec un espèce de vieux pyjama comme ça dans une cellule un peu comme ça crasseuse. Mhm. Et en fait, face à des scientifiques qui en fait caractérisés et va par la machine. Du coup, Mhm. on a l'aspect déshumanisé effectivement en fait d'une élite en fait qui c'est un peu qui a ce côté c'est voilà qui déshumanisé qui en fait va dire en fait on est supérieur à toi tu t'as en fait t'es même pas T'as un rouage, t'es un voilà, tu rouage vois, du alors bon. système en fait en vrai et pour te ramener à ça on va te ramener à la condition animale on va te même t'as un vieux pyjama éclaté au sol comme ça nous on est quand même voilà on est habillé en scientifique donc c'est quand même voilà une On figure mélange, de pouvoir on une mélange pas les autorité. torchons et les serviettes. Exactement, une figure d'autorité un peu comme ça, donc voilà. Et on le ramène à travers effectivement cette figure de la machine un peu comme ça, donc vraiment qui va choisir tel ou tel humain qui est digne ou pas d'accomplir la mission. Et après, donc cette séquence-là, finalement, au début du film est très importante, surtout qu'après, finalement, il y aura un écho, un moment, finalement, dans le film, on va voir un zoo, du coup, en fait, en réel, des animaux de zoo qui vont s'échapper. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, ils vont s'immerger progressivement finalement. Donc en fait, ils vont s'échapper dans la ville. Et ce qui est intéressant finalement, c'est qu'on a un peu ce rappel-là finalement par rapport à l'aspect primitif où le personnage de James Cole, il va dire, enfin, il va être là finalement en mode, en fait, je veux me saisir de cette animalité, de ce côté primitif, pour dire qu'en fait, en vrai, finalement, en fait, je vais l'affronter et je vais, en fait, en vrai, je suis, voilà, je vais surmonter l'image en fait, enfin vraiment. D'animal comme ça qu'on me superpose dessus en fait en vrai pour vraiment saisir mon destin et vraiment accomplir ma propre mission. Mhm. Parce que rapidement dans le film, en fait, ce qui va se passer, c'est que James Cole va dire ah fuck it, genre les gars, maintenant je vais faire, avant tout, en gros finalement je vais avant tout, enfin en priorité finalement je vais expliquer, j'ai essayé de comprendre ce qui m'arrive plutôt que d'accomplir une mission finalement qu'on m'a confiée bêtement sans me poser des questions. Et du coup, ça passe par cette image-là finalement vraiment enfin vraiment finalement genre je me saisis un peu de l'animalité si je peux dire. En tout cas, moi, je le vois, je l'ai vraiment vu comme ça dans cette Et séquence-là, justement. Ouais, bah ouais. il y a même un truc un peu enfantin là derrière où un truc, on peut revenir sur le grotesque un Mhm. peu en parlant de ça. Genre, il y a quelques télés qui sont présentes dans le film et en fait, à chaque fois, c'est des dessins animés Mhm. et Ah, Dans ouais, des l'hôpital trucs, ouais, ouais. psychiatrique, dans l'hôpital psychiatrique. Ouais, Et en et plus, puis c'est même dans les maisons et tout. Ouais. Et genre, c'est des dessins animés un peu à la mode le Netoon, c'est tout quoi. Et Ouais. en fait, c'est que des animaux qui sont présents. Et, un peu le Exactement. côté grotesque, il y a Woody Woodpecker, des trucs Exactement, comme mais ça toujours quoi. des figures animales. Et du coup, Ouais. en fait, on en revient à ça. Et ce que je trouve encore Et plus enfantine. intéressant, enfantine. Et ce que je trouve super intéressant par rapport à ça, c'est qu'en fait, on les voit surtout dans la séquence de l'hôpital psychiatrique, Mm. au moment finalement où du coup, le personnage de Bruce Willis va rencontrer Brad Pitt, qui lui, en fait, un activiste en fait écologique, qui est en fait, en vrai, pour résumer un peu de manière succincte, en fait, et en fait, bon, pas, je dirais pas enfermé, mais institutionnalisé du coup dans cet hôpital. Mm. Et en fait, il va finir par former. Enfin, c'est là une des premières pistes du personnage, en fait, en gros, finalement, par rapport à ce virus-là. Enfin, en gros, le virus qui va détruire l'humanité. Et il pense au début que c'est le personnage de Brad Pitt qui est responsable, sauf que pas du tout. Mm. Et ce qui est intéressant, on voit des télés comme ça, comme tu disais, avec des animaux un peu comme ça, en mode Bugs Bunny, un peu en mode Ouais. Looney Tunes. Et en fait, les personnages présents dans cet hôpital-là, c'est un peu la figure du fou. C'est un peu la figure justement des gens qu'on va mettre un peu de côté au banc de la société.
Et ce que je trouve super intéressant, c'est qu'au final, c'est des gens qui sont étonnamment très lucides, notamment, et par rapport justement au personnage de Brad Pitt. On voit ça. C'est quelqu'un d'extrêmement lucide, mais paradoxalement. Et je pense qu'en fait, Terry Gilliam, il a voulu se mettre un peu en scène à travers ça aussi. En fait, il a voulu se dire, peut-être. Alors moi, je le Moi, vois je sais comme- pas, je t'avoue Bah, moi, je que. le vois un peu comme ça. Je pense qu'effectivement, après, alors, peut-être que c'est un peu limite, un peu côté, ah, regardez-moi un peu comme ça. C'est un peu over the top, je sais pas. Mais par contre, moi, je l'ai vraiment vu comme ça. Genre, vraiment, en tout cas, la figure du créateur, de l'artiste, en fait, est mise au banc de la société. Et pour moi, c'est vraiment cette figure un peu comme ça, du fou, entre guillemets. On la voit vraiment dans cette séquence-là, finalement, du coup, de l'institution psychiatrique. Ouais. Et il y a un peu ce côté-là. Et je pense que Terry Il est Gilliam, enfermé. et voilà, il est enfermé dans son truc. Et en fait, voilà, il est enfermé dans la folie, dans l'absurdité, mais d'un côté, il est enfermé dans le côté rationnel de ce que les studios vont plus vouloir lui imposer, dans une vision aussi, voilà, très normée, etc., tu vois, qui correspond pas du tout, en fait, à son imagination, à ses envies créatives. Donc, moi, je pense qu'effectivement, cette séquence-là, finalement, elle est assez révélatrice de comment lui se voit à travers, effectivement, voilà, l'absurdité du monde moderne. Et voilà. Donc, on est vraiment dans cette vision-là. Et voilà, écoute, on est sur, Bon, je trouve que c'est bien résumé c'est un bon résumé du film. voilà. Enfin, en tout cas, un bon résumé, un costaud résumé Voilà, du film. costaud résumé. Et puis J'ai essayé de l'analyse en plus, elle est pertinente, je trouve, tu vois. Alors. J'ai essayé de synthétiser. Et en fait, je pense que pour le coup, moi, vraiment, cette partie, en fait, la manière que les élites, elles ont à renvoyer justement sur le côté. En fait, on va pas les prendre au sérieux. En fait, on les renvoie finalement à quelque chose de très primaire. C'est comme des zones de Cro-Magnon, quoi. Bah, de toute C'est façon, c'est une régression. c'est une Enfin, régression. après cet acte-là, après cet événement-là, bah, on sait pas ce qui s'est passé. En fait, on n'est pas plus renseigné. Mhm. On sait seulement qu'il y a, en fait, l'attentat, le fameux attentat, c'est juste des personnes, des spécistes qui ont Mhm. décidé de lâcher les animaux pour leur rendre la liberté. Ouais. Et à contrario, ce qui se passe, tu vois, alors en conséquence, c'est en mode, bon, bah, en fait, c'est les hommes qui deviennent parasites de la Terre. Ouais. Et en fait, c'est ça, tu vois, alors en fait, c'est l'événement, on sait pas d'où il vient, mais par contre, on sait que c'est à ce moment-là qu'il y a eu le retournement. Et en fait, Ouais. tout le film, on dit, genre, c'est une course contre la montre, en mode, on sait pas, voilà, dadadi, dadada, tu vois. Et c'est Alors. ça, il y a un truc que je trouve très marrant aussi, parce que je pense que la fin de l'Armée des 12 singes, si on la compare à la fin de Brésil, je Mhm. trouve que l'Armée des 12 singes est étonnamment plus optimiste, même si le personnage meurt à la fin. Mais pour une raison que je trouve assez significative. À la fin, il se trouve que la piste des activistes, du coup, spécistes et écologiques se révèle être fausse. Donc, le personnage de Bruce Willis va découvrir, en fait, que c'est un scientifique qui, en gros, a relâché le virus dans un aéroport. Oui, qui a pété son câble. Voilà, qui a pété son câble. Et du coup, le même aéroport, du coup, en fait, où lui-même était présent, donc il a assisté à sa propre mort en étant jeune. Et donc déjà, effectivement, donc, ce qui explique effectivement ces séquences de rêves et le fait effectivement finalement que ces souvenirs effectivement ont été un peu voilà très confus pendant très longtemps. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, moi, c'est un individu qui envers et contre tout, à qui on a dit pour ce n'était pas la vérité, ce n'était pas la piste à suivre et tout, qui a réussi de lui-même à décortiquer effectivement le vrai du faux pour arriver à ça. La question maintenant, tu vois, alors, c'est qu'en fait, c'est une boucle infinie. Ouais. Donc la question, en fait, dans le film, c'est qu'en fait, il n'y a pas de fin heureuse ou triste. Mhm. C'est que de toute façon, Bruce Mais Willis n'est pas mort. Voilà, mais sans être heureuse Mais, ouais. ou négative, en fait, je trouve que c'est une fin plus optimiste, même si la fin. En fait, elle est neutre. Je trouve que c'est une fin Oui, assez il neutre. y a une neutre. Elle Ouais. est mi-figue, mi-raisin. Mais en fait, Mais c'est là vrai où que- il y aurait la différence, c'est si le gosse aurait compris ce que allait dire le Mhm. gosse devenu Oui. adulte, donc Bruce Willis. Tu vois, alors, en fait, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de prévenir Oui. et de dire rappelle-toi de ce moment-là, parce que tu vas y retourner. Et que à ce moment-là, il faudrait que tu fonces, Oui, mon gars, oui. tu vois. Alors, que là, Brad Pitt, c'est pas le souci, tu vois. Alors. C'est ça, c'est ça. Donc en gros, c'est ça, en fait, le film, c'est juste une boucle infinie. Tu Ouais. vois, alors, et tant Mais il que peut pas se terminer. il Mhm. peut pas se terminer. C'est le serpent qui se mord la queue. Ouais. C'est imaginer Sisyphe heureux. Yes, mais c'est un schéma narratif que je trouve assez cool aussi, tu vois. Bam, il a voulu drop the mic, du coup, tac. Voilà. Non, mais je Comme- trouve effectivement, mais je suis d'accord avec ça, et je trouve que c'est. Alors oui, c'est une fin neutre, mais je trouve qu'effectivement, c'est une réflexion. En fait, c'est une évolution dans sa perception des choses, et moi, je me dis que c'est quand même potentiellement un moment où Terry Gilliam était un peu plus optimiste, un peu, tu vois, genre par rapport à ce qu'il avait fait, les déboires qu'il avait connus avant. Le fait Mhm. qu'effectivement, peut-être il l'a fait, il avait peut-être une vision plus, comme je disais, plus neutre, plus nuancée, distancée par rapport. Plus assagi. Voilà, plus assagi, effectivement. Voilà, il était déjà pris un peu de l'âge aussi maintenant. On était en 95 à ce moment, donc je me dis qu'il devait avoir quel âge le Terry Gilliam là. 200 de plus. Ouais, disons plus. Donc attends, il avait quel âge quand il a fait Brésil Je sais pas. Il est né en 1940. 1940. Alors du coup. Calcul, Ah. monsieur avec Ouais, des monsieur, chiffres. vas-y, monsieur. Chiffre. 55 en 95. Yes, Voilà. papa. Ouais, peut-être que voilà, une prise de. Alors je vais pas dire, j'aurais pas l'arrogance de dire une prise de maturité, mais je dirais un peu, voilà une distance un peu plus, voilà, plus nuancée, plus posée, quoi. Voilà.
C'est ça? Ouais, non, mais c'est ça, Voilà, t'as yes, raison. on a- J'avais un doute sur 1940, mais Enfin, je c'est l'avais une dit tout à l'heure. calculette, le Clément, c'est une calculette là. Voilà. Attention. Et il est doué, il est doué, il est doué. Mais voilà, du coup, et c'est ça qui rend le film très intéressant parce que quand on le replace dans sa filmographie, en fait, il faut le voir un peu comme une forme de conclusion, ou en tout cas, finalement, comme un avancement. Bah, après, est-ce que c'est quand même son dernier grand film? Terry Gilliam, c'est aussi très vaste aussi parce que du coup, il a fait. En fait, je dirais pas que c'est un Guillermo del Toro, mais c'est un mec qui a fait beaucoup de projets de films qui n'ont pas forcément tous réussi à aboutir. Ou alors s'ils ont abouti, en fait, en vrai, c'est des films effectivement donc qui étaient un peu qui étaient un peu casse-gueule, qui n'ont pas forcément eu la forme à laquelle Qu'il aurait imaginé, voilà, quoi. qu'il avait imaginé à la base. Notamment, finalement, je pense qu'on peut citer je crois son film le plus récent, c'est Zéro Théorème, qui est sorti en 2014. Donc, c'est, je crois, alors, c'est son dernier film, si je dis pas de bêtises. Entre-temps, il avait fait un film, effectivement, donc Les Frères Grimm avec Matt Damon, du coup, Ouais. et Heath Ledger. Il y a l'imaginaire du Docteur Parnassus, du coup, qui était sorti à Avec Heath Ledger. Heath Ledger, justement, avant la tragédie de Joker. Et un film qui était sorti en 98, Las Vegas Parano. C'est ainsi un très très grand film dans la Ouais, c'est vrai filmographie. que je l'ai un peu omis, alors qu'il est quand même vachement intéressant. Bah, je l'ai aussi tu vois. un peu survolé, mais il est intéressant parce qu'il se base un peu sur les écrits de Hunter S. Thompson, qui est un journaliste américain qui a été actif beaucoup entre la Dans les fin des années 60 et 60, début des années 70 et qui a plus ou moins lancé le courant du journalisme gonzo. Donc, pour résumer très brièvement, finalement, c'est un peu c'est un journalisme vérité qui consiste à poser sur papier, finalement, de manière brute et sans artifice, vraiment les choses de manière concrète. Genre, vraiment, on va essayer d'être très cash. Voilà, c'est un peu. Élise Lucet avant l'heure, quoi, tu vois. Ouais, Élise Lucet, ouais. Non, mais c'est la blague, c'est la blague. Mais dans l'idée, effectivement, c'est vraiment posé en fait en Le vrai. rêve de ouf. Ouais. Mais du coup, c'est posé en fait en vrai, finalement. Voilà, c'est un journalisme un peu brut de décoffrage, quoi, qui a pas pour but de caresser l'américain moyen dans le sens du poil. Ouais, Et voilà. bah, surtout peut-être pour la contre-culture. Voilà, Enfin, ceux qui mais suivent la c'est- voilà. contre-culture, etc. Contre-culture qui a donné effectivement les mouvements beatniks et mouvements hippies après. Donc voilà, ça a été. Oh non, le beatnik, c'était quand même, c'était avant ça. C'était un peu avant. Ah oui, Ouais, c'était ouais, avant. c'est du années coup. 50. Mais du coup, ouais, après, le journalisme gonzo a aussi participé à l'avènement de la culture hippie auprès de la masse populaire, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, ouais, auprès du après, grand public, tu vois. Genre, surtout, c'est une forme d'information. c'est une C'est en forme mode. d'information, ouais. Déjà, en plus, tu vois, alors bon, là, on digresse un peu, Oui, tu c'est vois, vrai mais qu'on est, surtout ouais. que, on va dire que en plus, période Vietnam, Oui. où l'information, justement, la télévision, on voyait les images, etc. Il y avait un accès à l'information qui n'était pas du tout contrôlé à l'époque par forcément le gouvernement et tout. Peut-être on revient en thématique là du coup de Brésil et de l'armée des 12 singes un peu. Continuez, Jackson, vous m'intéressez. Le contrôle de la population, le côté... Bon, on va pas dire que Terry Gilliam est complotiste, hein, mais que ses films en dépeignent un minimum. C'est ce qu'on disait avant. C'est ce que tu viens de dire du coup, là, Adrien, là, par rapport au contrôle de l'information, par rapport à ce qui s'est passé au Vietnam, par exemple. Quoi. Ah ouais, non, mais là, j'étais plus dans le côté en mode, bah, il n'y avait pas beaucoup de filtres. Oui, surtout. Oui. Et qu'en fait, ce qu'on voyait au Vietnam, bah, c'est pour ça qu'il y a eu autant de contestations à l'époque. Mais C'est oui. qu'en fait, on voyait, enfin, les reporters, ils envoyaient des images crues. Et en fait, Oui, parce qu'il n'y avait tout pas ce pour l'information. contrôle-là à ce moment-là. Ah, voilà, pardon, ok. Ouais, je suis fatigué, frérot. Sacrée carrière, hein, et encore là, bon, ça fait beaucoup de temps, mais je pense qu'on n'a même pas effleuré. Bah, déjà, on a effleuré que 3 films. Ouais, mais Voilà. c'est 3 films assez distinctifs voilà, de sa filmographie, assez révélateurs du personnage, je pense. On a effleuré, entre guillemets, du coup, un peu sa filmographie, mais il faut savoir que c'est un mec qui s'est battu pendant très longtemps avec, on disait ça avant que les studios, en fait, c'est un mec qui galérait beaucoup à produire, en tout cas à réaliser les films, finalement avec la vision qu'il voulait, enfin vraiment qu'il avait pensé à la base. Et, mais c'est un mec, en fait, je pense que moi, il est un peu l'archétype, en fait, la figure du créateur qui a une vision, qui a surtout parlé un peu de la matrice du complotisme, mais je pense que moi, il faut aussi le prendre un peu, c'est un peu le créateur, le gars qui galère avec ses projets, et c'est l'archétype du malchanceux, quoi. Ouais, aussi. Moi, hein. pendant très longtemps, finalement, quand on me parlait de cinéaste malchanceux, je pensais qu'à Terry Gilliam. Voilà, c'est vraiment le mec, effectivement, qui galère. Ah, mais avec ça, ses c'est projets. Don Quichotte. Don Quichotte et tout, tu vois. Bon, après, hein, je trouve que surtout Terry Gilliam, à mes yeux, c'est surtout l'imaginaire. Et d'ailleurs, bon, allez, je digresse un peu avec le baron Munchausen, Ouais, vas-y, les vas-y. aventures du baron. Et bah, déjà, bon, j'aimerais bien le conseiller à tous ceux qui ont déjà aimé Brésil. Ouais. Ça, les gars, si vous l'avez pas vu, il faut que vous le regardiez. C'est vraiment un film toujours analogique, autant analogique, avec des décors de fou, et surtout avec toujours cette thématique du rêve, abordée à la fois de manière beaucoup plus enfantine et Ouais. beaucoup plus légère, mais avec un sous-texte lié justement un peu à un syndrome de Peter Pan et à tout ce qui est, par exemple, la peur de la mort. Parce que ce film parle aussi de ça, les aventures du baron Munchausen, et c'est superbe. Que ce soit Ok. la musique. Et si vous voulez voir Uma Thurman à ses débuts,
Ouais. Non, Vénus de Milo. Ah là 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 là. Si ça peut hyper quelques-uns ici, je dis ça, je dis rien. Ah, en plus, il y avait un sourire complice de Gabriel, là, finalement. C'est ça, Ah bah c'est ça. écoute, bah... Mais en fait, tu vas juste pas dormir, en fait, tu vois, c'est ça le... Du coup. Bah, carrément. Bah, carrément. Bah ouais, carrément. Un geste de la main, Exactement. les bières sont finies. Exactement. Bah, Donc- j'espère que vous avez bien apprécié cet épisode, comme nous, on a apprécié le réaliser. Bah, Du moi, coup, ça- allez vous le ouais, proposer. c'est cool, hein, On parlait ouais. tranquillement comme ça. Des petites aventures qu'il a eues dans sa vie. Exactement. Oh, oui. Et des aventures qu'on a eues de manière analogique avec une Coref bio. Exactement, voilà, qui s'est... Qu'on qui s'est bisera. renversé sur la Gabi table. s'en rappelle. Le pantalon de Gabriel s'en rappelle, tu vois. Le pantalon de Gabriel s'en rappelle. Ah, ça va, il n'y a plus trop de traces d'un canard. C'est bon, c'est bon. Voilà. Oui. On est bien rincé là. J'avoue que là, on est quand même bien rincé, mais Ah oui, effectivement, là, on enchaîne, on a enchaîné. Comme vous l'aurez les remarqué, refs, il y a une petite un peu la fatigue de fin de journée, finalement, après une grande après-midi, finalement, à l'enregistrer. En tout cas, nous, on a pris énormément de plaisir. Moi, en tout cas, on le redit. On le redit encore. D'ailleurs, je sais pas si, comme vous, comme nous, vous avez pris autant de plaisir à Exactement. écouter ce que nous, comme nous, on en a ça pris va pour être le une faire. partie qui va être géniale à monter. Hein. Ah ouais, Moi, je le c'est sens. En tout cas, moi, j'aurais du plaisir à monter cet épisode. Est-ce que vous avez pris du plaisir à écouter ce podcast? Non, Je mettrai plein de oui derrière. Voilà, exactement. ouais. Tu sais, mais des trucs, les clappements de mains comme ça, finalement, genre en mode redite, tu vois. Voilà, tac, 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 tac. Ouais. Voilà, je suis parti dans un délire un peu comme Non, mais ça. t'inquiète, je mettrai les Beatles quand ils arrivent. Hey, en road, Jude. En mode, ouais, Beatles Mania. Bref, on s'en fout. Bref, non. Je sais même pas comment finir ce Ouais, truc. c'est vrai. Ah, les fatigués de l'existence, quoi. Allez, bah ouais, un petit Ah oui, mot de c'est la vrai. fin. Non, je Voilà. conclurai simplement. Bah, nous, en tout cas, ça a été un plaisir de vous proposer ce podcast-là. Voilà. Non, mais vas-y, c'est. Là, justement, comment expliquer sans expliquer l'armée des 12 singes? C'est génial. Ah, du coup. On est encore sur la méduse singe, du coup, là Non! Non, Bah, vas-y, conclue. Bah allez, alors bon en tout cas merci beaucoup d'avoir écouté, on se revoit une prochaine fois et que du love. Et surtout, surtout, le plus important, l'Abreuvoir, le podcast qui vous abreuve de culture.